Bonjour tout le monde! Très contente de vous retrouver pour un autre épisode de l'heure dorée. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente Sarah-Jade Desrochers-Longchamp, animatrice de loisirs pour le Mauve. À notre dernier podcast, vous avez eu la chance de rencontrer M. Yvon Bilodeau, son grand-père. Nous avons ici 2 générations d'une même famille. Ce que je trouvais pertinent, c'est que nous pouvons voir comment le partage des valeurs et de l'éducation s'est transmis à travers les années. Dans cet épisode, nous avons parlé de voyages humanitaires, de ses changements d'orientation scolaire et bien sûr de son poste d'animatrice. Malgré son jeune âge, Sarah-Jade a déjà beaucoup de vécu et d'expérience. C'est une femme travaillante, souriante et très dévouée auprès de notre clientèle. Je vous dirais que c'est un atout pour notre organisation. Donc, je vous retiens pas plus longtemps et je laisse la parole à Sarah-Jade. Et surtout, je vous dis bonne écoute et on se revoit dans 2 semaines. À bientôt! J'étais comme, on va le prendre positif, je pense. T'as comme un microphone intégré à Ouais, c'est ça. ta voix, toi, là. Donc, il était comme, tant qu'à t'entendre, je vais venir au moins voir. Puis là, ben, il venait voir, puis tranquillement, il faisait juste regarder, puis j'avais poussé personne à participer. Puis là, il regardait, puis il était comme, bah, tu sais, avec les jours, il était comme, bon, je pourrais peut-être, moi aussi, l'essayer, je pense que je serais bon. Mais j'étais comme, ben oui, vous allez être bon, là, tu sais, allez-y. Puis là, il lançait une fois, puis il était comme, ah, c'est pas pire. Puis il recommençait, puis à la fin, il battait des records, là. Le Mauve vous présente l'heure dorée. Bonjour à tous, je suis Claudine, votre animatrice. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée, une présentation du mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. En cette journée, nous recevons Sarah-Jade Desrochers-Longchamp. Salut Sarah-Jade! Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien, merci. Contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, dans un premier temps, Sarah-Jade, je l'ai rencontrée dans un milieu de travail où elle œuvrait comme animatrice. Et ce que j'ai le plus apprécié de Sarah-Jade quand on a travaillé ensemble, c'est que dans le bureau, on peut l'observer de manière super réservée. Elle parle pas beaucoup. Elle dîne, elle va aller dîner dans son coin. Mais quand je l'ai vue en animation auprès des aînés, une autre énergie submerge en elle et elle crée des animations mémorables à un point tel que les aînés, même ceux qui vivent des pertes cognitives, se souviennent d'elle. Es-tu d'accord avec ma description, Sarah-Jade? Oui. Il se rappelle pas du nom, mais il se rappelle de ce que j'ai fait. Ouais, hein? Ah ben c'est super. Au moins, tu marques le moment avec eux, puis Oui. vous passez du bon temps. Donc, comme je disais, on s'est connus quand tu étais animatrice auprès de cette clientèle-là. Mais, mis à part ça, on va revenir un peu plus tôt d'où tu viens. Donc, quand tu étais plus jeune, tu as grandi dans quelle ville? En fait, je suis née à Verdun. Ensuite, j'ai déménagé à Saint-Michel. Puis environ à ma première année du primaire, mes parents ont décidé de déménager à Laval. Donc, j'ai vraiment grandi à Laval, en banlieue. Donc, l'école était quand même proche. C'est pas mal ça, là. Puis, le modèle familial dans lequel tu as grandi, est-ce que parents, frères, sœurs? Ouais, mais mes 2 parents sont encore ensemble. Et j'ai un petit frère, donc... Quel âge aujourd'hui? Mon frère a 20 ans. Est-ce que vous êtes toujours dans la même bulle familiale? Non, présentement, moi, je suis partie habiter en appartement avec mon chum. Puis mon frère, en fait, la maison de mes parents, c'est une maison de 2 générations. Donc, ils ont aménagé le sous-sol pour que mon frère et sa blonde habitent là. Ah, Donc, la porte est fermée. Mes parents, il faut qu'ils cognent avant de rentrer. Puis mon frère puis sa blonde habitent
en bas, puis mes parents en haut. Est-ce que toi, de ton côté, à l'heure actuelle, pandémie... Moi, c'est un peu plus dur, par contre. Je dois avouer on les a quand même vus de temps en temps, mais les précautions sont plus là. Ma mère travaille dans un hôpital. Moi, présentement, j'étais en stage à l'école secondaire, donc beaucoup plus de cas présents. Donc, on essaie de moins les voir possible, mais c'est quand même dur, là. Ça fait quand même 1 an, là, qu'on est en confinement, là. Oui, en effet. Justement, tu me parles que tu es en stage actuellement. Ton parcours scolaire, secondaire, comment ça s'est passé pour toi? Mais en fait, j'étais au secondaire. Pour secondaire 1 et 2, j'étais en concentration hors plastique. En 3, 4, 5, je suis allée en art dramatique, en art études. Après ça, je suis allée au cégep. J'ai fait 2 ans de cégep en enjeux internationaux. J'ai pas fini mon cégep, par contre, donc il me manquait 3 cours pour pouvoir avoir mon diplôme. Je suis allée faire un voyage avec le cégep en Bolivie. Donc, on est parti 1 mois en Bolivie, donc ça a été vraiment une très belle expérience, là. Après ça, je suis revenue. Je suis partie à Ottawa. Donc, à Ottawa, t'es pas obligé d'avoir ton diplôme du cégep pour pouvoir aller faire d'université. Donc, je suis allée en développement international à Ottawa pendant 1 an. Je suis revenue ici à Montréal parce que finalement, ça n'a pas fonctionné à Ottawa. Je suis venue ici en anthropologie. Puis après 1 an d'anthropologie, j'ai décidé d'aller en éducation parce que ça marchait pas plus. Donc, beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné dans tes parcours, tu disais. Ouais. Quand tu dis ne pas fonctionner, c'est-tu parce que le programme en tant que tel te motivait plus? C'est quoi que tu veux dire par Mais en fait, pour développement international, quand je suis arrivée en classe, moi, mon but, c'était de devenir coopérante humanitaire. Ça a été dit depuis que j'étais quand même assez jeune que c'était ça que je voulais faire plus tard. Je voulais, justement, en Bolivie, on avait vu des projets qui étaient mis en place parce que ça prend plus qu'1 mois. Mais on avait vu les projets qui étaient là, comme une école qui était faite avec un camion qui roulait pour les jeunes enfants qui étaient travailleurs. Parce qu'en Bolivie, malheureusement, c'est ça. À l'âge de 5-6 ans, ils vont travailler déjà. Donc, l'école, pour eux, compter jusqu'à 10, c'est inexistant, là. Donc, il y avait ce programme-là, puis moi, c'était ça que je voulais faire. Moi, je voulais être la personne qui fait de la coopération humanitaire. Puis quand je suis arrivée à Ottawa, le premier cours que j'ai eu, elle a dit « Si tu veux faire de la coopération humanitaire, t'es pas à bonne place. Ça sert à rien, le Canada est pas bon là-dedans. » Donc moi, ça a pété ma bulle. Ça a duré 1 heure, puis je voulais déjà partir de là. Par contre, quand tu t'en vas à Ottawa, ben, tu payes très cher l'université puis les logements, puis c'est pour 1 an. Donc, j'ai fait mon 1 an complet à Ottawa, puis j'ai dit « Je veux plus faire ça. » Donc, oui. Parce que clairement, tu savais que même Mais si ça tu faisais sert à ton 3 rien. ans... Parce que même dans nos cours, tu sais, oui, le professeur l'a dit, puis c'est vraiment une bonne chose parce que j'aurais pu faire mes 3 années, puis finalement remarquer que... Puis l'Ottawa, c'est ça, ça coûte vraiment cher, donc ça aurait été carrément de la perte d'argent, là. Puis remarquer que c'était pas ça que je voulais faire parce que dans nos cours, on le voyait, le Canada apporte rien aux pays en voie de développement. Donc, au final, c'est pas de l'argent que le Canada a, ben... on sert à rien, là. Dans le sens, ça nous rapporte pas, on fait pas. Non, c'est ça. Fait que s'il n'y avait pas de subvention pour ton projet, ben automatiquement, t'aurais étudié pour rien parce que t'aurais pas abouti à quelque chose. Mais c'est pour ça que la plupart des personnes qui avaient étudié là-dedans étaient rendues professeurs. OK. Parce que ça payait. Ou si tu voulais travailler au gouvernement. Donc, tu pouvais avoir ceux qui font les projets de coopération au gouvernement. Mais elle a dit, vous allez voir, vous allez avoir plein de bâtons dans les roues, ça va tout le temps être annulé, pas assez d'argent, pas de fonds, pas whatever, là. Donc, ouais, ça a été celui pour développement international qui a comme pété ma bulle. Mais au moins, tu as eu des profs honnêtes puis qui est réaliste dans ce... Oui. Ils t'ont pas convaincu de dire, ben oui, continue, même si ça va peut-être pas aboutir à rien. Non, c'est ça, ça a été comme... Puis qu'est-ce qui t'a attiré dans ce type de projet-là? En fait, la coopération humanitaire, ce que j'aime vraiment, c'est d'aller aider des personnes. Donc, c'est pas aider comme de l'aide humanitaire où tu vas construire plein de maisons. C'est vraiment aller aider un par un. Donc, tu t'en vas dans une famille, puis exemple, tu vas lui dire, OK, on va vous aider à avoir votre diplôme de whatever. Donc, vous allez œuvrer pour pouvoir que la personne soit éduquée, puis là, avec l'éducation, tu sais, même si tu aides une personne, mais que vous êtes 10 coopérantes qui font ça, ben, t'as aidé 10 personnes, puis l'éducation, ça va aider à développer un pays un peu plus, tu sais. Est-ce que c'est ton voyage en Bolivie qui a fait en sorte que tu as aimé ce type de projet-là? Mais en fait, j'avais choisi mon cégep parce qu'il offrait le voyage en Bolivie en coopération humanitaire. Donc déjà, en partant, j'avais l'idée que c'est ça que je voulais faire comme plus tard. Parce que c'est sûr que quand on est jeune, les idées changent tout le temps.
Puis quand j'ai fait le voyage, j'ai fait « Ok, oui, c'est vraiment ça que je veux faire. » Puis après ça, ben c'est ça, Ottawa a pété la bulle, puis ça a fini là. Puis qu'est-ce qui t'a apporté ce voyage-là en Bolivie pour... Ah, vraiment beaucoup de choses, parce qu'en fait, tu t'en vas vraiment dans une famille. On a passé 2 semaines dans une famille qui est très pauvre, là. Donc pas d'eau de courant. Je pense que j'ai pas pris une douche pendant une semaine, parce que il y avait une douche chez eux, mais ils payent l'eau, puis ils ont pas d'argent. Donc, on sentait mal de prendre une douche, puis de les faire payer. Ça a aussi été comme... Il y avait 2 petites filles dans la famille que j'étais, puis là-bas, ben l'eau courante est pas accessible. Donc, les filles, ben, ils buvaient du coke pour déjeuner le matin, puis ils s'étaient fait dire que l'eau, c'était pas bon. Parce que la famille avait pas l'argent d'acheter des bouteilles d'eau tous les jours. OK. Donc, c'était ça pour pas mal de monde. J'ai une de mes amies, elle dormait dans une chambre, il n'y avait même pas de toit. Donc, c'est une autre réalité qu'on a, là. Quand tu reviens ici, t'es contente de ta douche chaude qui peut durer 15-20 minutes, là, facilement, tu sais. Tu vois l'envers du décor de... Oui, non, ça l'apprend beaucoup aussi sur à quel point on est chanceux, parce que quand on vit ici, on ne remarque pas cette chance-là. On est habitué, nous, de ouvrir le robinet, d'avoir un verre d'eau, puis qu'on peut le boire direct, ou de prendre une douche, ou des petites affaires comme ça, qu'on est comme tellement habitué que pour nous, c'est normal, là. Ça fait partie de notre quotidien, tandis que eux, c'est un luxe. Oui, c'est ça. C'est... En quoi ce voyage t'a aidé à t'épanouir? Ça te fait beaucoup apprendre sur toi-même. Donc, au final, quand tu reviens de ce voyage-là, t'es littéralement une autre personne que quand t'es parti. Donc, ça me fait comme avancer puis dire, OK, mais il faut que tu continues parce que il y en a du monde qui n'ont pas cette chance-là. Toi, t'as, là, je peux aller à l'université, oublie ça, là, là-bas, il y a plein de familles, là. Moi, j'ai eu la chance d'habiter dans une famille qui était dite riche. Donc, les parents, ils avaient été à l'université. Ils étaient les 2 dentistes. Mais la mère, ben, elle finissait à midi parce que les filles finissaient l'école puis il fallait qu'elle soit à la maison puis qu'elle fasse un repas, tu sais. Moi, ici, si je peux finir à 5 heures, puis on va se débrouiller, et soit mon chum ou moi va faire à manger, là. Donc, c'est vraiment... t'en apprends vraiment d'autres sur toi-même, puis quel genre de personne tu vas être. On s'entend que t'arrives là-bas, t'es complètement déraciné, tes repères, t'en as pas. Puis, t'as quand même réussi facilement à t'adapter. Tu t'es dit, là, je vais prendre sur moi, puis une semaine, pas de douche, c'est une très grosse adaptation pour quelqu'un qui a accès à tous les jours et même 2 fois par jour. Ouais, mais je peux te dire que quand je suis revenue au pays, ma famille, la première chose qu'elle a dit, c'est « tu vas prendre une douche ». Parce que tu commences à être habitué à ta propre odeur, mais les autres alentours, ils sont pas. Donc, oui. Fait que c'était ta première mission rendue au Oui, Québec. puis je peux dire que ça a été une bonne douche chaude, là. Tu sais, hein, les bonnes douches, là. Est-ce que c'est un rêve qui est encore présent pour toi de faire ce type de projet-là? Mais c'est sûr que voyager, pour moi, ça partira jamais, là. J'adore voyager, puis là, le confinement nous empêche de le faire, là. Mais c'est sûr que faire de la coopération humanitaire, je suis plus sûre, parce que si personne est là pour nous appuyer puis nous mettre à l'avant, faire des projets de nous-mêmes, oui, c'est un rêve, mais il faut l'argent qui vient avec, là. Donc, c'est là qu'arrive le problème, là. Donc, je suis pas trop sûre de faire la coopération, mais c'est sûr que je refais le voyage, là. Comme, j'aimerais ça y retourner en Bolivie un jour. Je sais pas quand, mais un jour. Est-ce que tu as encore contact avec la famille que... Oui, on a encore contact sur les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que c'est en espagnol, donc, ouais. Donc, tu as aussi appris, tu as fait immersion totale en espagnol. Oui, c'est ça. Mais en fait, avant de partir, on a 1 an de cours en espagnol. OK. Donc, pendant 1 an, mais quand t'as pas de base en espagnol, 1 an de cours, ça t'apprend pas grand-chose. Donc, tu l'apprends sur le tas quand il faut que tu communiques avec une personne. T'as pas Internet, parce qu'ils ont pas Internet là-bas. Ton cellulaire, t'as pas d'LTE, t'as rien. Donc, c'est vraiment débrouille-toi à communiquer avec une famille que leur seul mot qu'ils connaissent en anglais, c'est black. Parce que c'est le nom de leur chien. Donc, c'est ça le langage que t'as. Oh, OK. Fait que c'était vraiment, comme on dit, immersion totale. Ouais. T'as pas d'autres options ou de... C'est vraiment... Tu y vas avec des pictos, tu y vas avec des... Ouais, c'est ça. Ben, t'apprends des mots, là. Donc, la famille, ce qu'elle faisait pour nous aider à notre espagnol, c'était que quand elle faisait l'épicerie, elle nous montrait les fruits, les légumes, elle était comme, OK, c'est quoi ça en espagnol? Puis là, il fallait que tu dises. Puis là, t'es comme, non, t'as pas dit la bonne chose, là. C'est ça. Donc là, tu fais comme, ah, OK. Donc, on apprenait du langage beaucoup plus sur place que dans les cours normales, là.
Puis là, tu me disais que tu gardes contact avec eux sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un échange qui est relativement fréquent? Ben, pas tant. Hein. Je veux dire, ils n'ont pas beaucoup Internet, donc c'est beaucoup plus dur aussi de communiquer avec eux avec ce problème-là. Là. Mais de temps en temps, là. De temps en temps? Oui. Ben, c'est bien parce que ça reste quand même que, au moins, si tu dis je retourne là-bas, ben. Ah, mais ils l'ont dit, là. Ils ont dit même toute ta famille. Là, peu importe qui vient de ta famille, on l'héberge. Puis ils nous disaient gratuitement, mais moi, je me sentirais pas bien. Dans le sens, ils ont pas l'argent, mais on a l'argent pour. Mais, ouais, n'importe quand, là, ils seront prêts à nous héberger, à nous nourrir. Puis en plus, la bouffe est vraiment bonne. Là. C'est pas de la bouffe. Tu sais, on va penser, exemple, on va dans un voyage tout inclus, mais tu vas manger de la bouffe qui ressemble beaucoup plus à la nôtre qu'on a ici présentement. Mm-hmm. Là, tu t'en vas dans une famille qui cuisine sa propre nourriture, puis c'est tellement bon, là. La nourriture bolivienne est juste tellement bonne, là. C'est quel le repas que tu t'ennuies le plus? Mais ils ont beaucoup de sortes de patates qui apprêtent différemment. OK. Donc, ça, c'était juste vraiment bon. Ou eux, c'était beaucoup des pâtisseries le matin aussi pour déjeuner. Donc, c'est pas des toasts comme qu'on a ici, là. Il y avait comme plein de sortes de pâtisseries que je peux pas dire c'est quoi, là, parce que je les connaissais pas ici, là. Donc, ouais, ça, c'est vraiment bon. Fait que là, après ce gros voyage, tu reviens, puis tu choisis un autre programme? Non, en fait, je suis revenue ici, puis je suis allée à Ottawa. Donc, je suis restée chez mes parents. Je suis partie 1 mois, je suis revenue, je suis restée chez mes parents 1 mois, 1 mois et demi, puis je suis repartie à Ottawa. Donc, pour mes parents, c'est aussi un choc, parce que mon frère aussi partait, lui. Quand je suis partie à Ottawa, mon frère partait, donc mes parents ont parti de « on a 2 enfants qui habitent à la maison, on n'a plus d'enfants ». Donc, pour toute la famille, ça a été... Ça a été un gros choc. Oui. Autant, fallait qu'ils se retrouvent, eux, à savoir, OK, bon, Ah, on est plus ils ont une grands-parents. grande maison, puis C'est on ça. est 2. Fait que là, toi, tu es à Ottawa, tu fais ton année à Ottawa, ton rêve est brisé, fait que Ouais. tu reviens ici, tu rentres en anthropologie. Ouais, en fait, j'ai choisi l'anthropologie. Pourquoi? À l'Université de Montréal, quand tu t'inscris à un programme, tu as le choix entre 3 programmes. Puis, j'ai mis anthropologie en dernier parce que je savais plus quoi faire, puis que j'avais aimé mon cours au cégep en anthropologie. OK. Puis mes 2 premiers programmes ont été refusés parce que ma cote était pas... c'est vraiment compliqué. Quand tu pars d'Ottawa à Montréal, là, c'est vraiment... ça détruit ton dossier scolaire. Là. C'est plus les mêmes cotes. Il y a des cours qui sont plus universitaires. Tu as des cours universitaires. Parce qu'à Ottawa, tu as des cours qui sont considérés cégep, d'autres universités. Donc là, quand tu arrives ici, puis que tu veux faire un choix de cours, mais tu pas de cote. Donc c'est comme, est-ce que je vais être acceptée ou non? Je sais pas, on va s'essayer de dire. C'est ça qu'ils te disent de faire. OK. Donc je m'étais essayée dans 2 programmes que j'ai été refusée, puis le dernier, c'était anthropologie. Fait que t'as atterri en anthropologie. Ouais. Ton expérience, anthropologie, c'est quoi? Parce que... En fait, c'est l'étude de l'humain. Donc, on va vraiment apprendre en bioanthropologie, que ça va être vraiment la biologie humaine. Tu vas avoir ethnologie, que ça va être comment connaître la culture. On a... il y en a 2 autres. Un avec le langage, puis l'autre, ça va être plus pour les ancêtres, puis les civilisations passées. Donc, t'as comme 4 domaines d'études. Puis lequel t'avais choisi? En fait, la première année, t'es dans les 4. OK. Dans les 4, moi, il y en avait 2 qui m'intéressaient, c'était la bio puis l'ethnologie. Puis, D'où pourquoi t'as retenu les noms. ouais, c'est ça. Les 2 autres, je rushais pour y aller, tu sais. Fallait qu'on me motive parce que c'était vraiment pas ça que j'aimais. Puis, ça t'a fait 1 an. J'étais pas motivée. Comme, j'y allais de reculons. J'aime ça apprendre de ce sujet-là, mais pas pour faire un métier. Donc, j'étais comme, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse 5 cours d'université par session? Donc, après ma première session, j'ai comme annulé tous mes cours d'anthropo pour ma deuxième, puis j'ai pris des cours langage des signes, c'est quoi mes autres cours? Identité sexuelle, vraiment des cours qui n'avaient pas rapport à l'anthropologie, puis j'ai décidé de faire ça. Fait que là, t'as testé, dans le fond, Plein de programmes. un aspect social aussi dans tes cours pendant ce volet-là. Ouais. Dans ta deuxième année, dans le fond. Ouais, c'est ça. J'ai essayé plein de choses. Là. Je me suis toujours dit, tu sais, la langue des signes, c'est jamais perdu. C'est toujours un langage quand même universel qu'on peut parler avec des gens qui ont une difficulté à nous comprendre. Donc, j'avais essayé ça. J'avais essayé, c'est ça, plein de petits cours connexes, là. Fait que là, moi, de ce que j'entends, c'est t'as de l'intérêt pour l'humanitaire. T'as de l'intérêt pour l'anthropologie, l'animation, où que je te vois, puis je te trouve toujours remarquable quand t'es en animation.
Qu'est-ce qui te fascine chez l'être humain? En fait, moi, je veux vraiment travailler avec un humain. Depuis que je suis toute petite, je sais que je veux pas travailler dans un bureau. Mes deux parents ont des jobs de bureau, puis c'est bien correct pour eux. Mais je les voyais travailler, puis j'étais comme, moi, je serais pas capable de passer une journée assis derrière un bureau. Je serais pas capable. Pas devant un écran, faut que je fasse de quoi, faut que je vois avec du monde. Puis ça dépend des personnes, c'est eux, ils adorent leur job, puis ils sont bons dans ce qu'ils font, tu sais. Mais moi, il fallait que j'aille avec quelque chose d'humain. Donc, on avait déjà tout annulé. Quand je faisais mes choix de cours, tout ce qui était bureautique ou qui se rapportait à être assis derrière un bureau, c'était sûr que c'était non. Donc, ça m'a comme aidé à aller vers les personnes, puis à interagir avec eux, puis à parler. Ça m'amène à justement, tu dis les personnes, le contact, c'est ce qui te motive. Quand tu te retrouves devant une clientèle en perte d'autonomie, comme que tu étais à ton ancien emploi, quelles sont les adaptations que tu as mises en place? Mais je trouve que ça se fait pas mal toute seule, en tout cas personnellement. C'est sûr qu'il faut avoir beaucoup de patience. Comme j'ai travaillé ça avec les personnes âgées en perte d'autonomie, puis avant j'avais travaillé avec les personnes qui ont des déficiences. Donc ça a comme fait travailler ma patience parce que j'étais quand même encore jeune quand je travaillais avec eux. Puis on dirait que ça m'a comme aidé à évoluer là-dedans. Donc je pense que c'est pas mal ça dans le sens que je vais juste me pointer puis je vais comme m'adapter à eux. Donc si je vais trop vite, ça va comme se ralentir toute seule puis ça va vraiment se faire naturellement là. Donc, on passe à travers tout ton parcours universitaire atypique. Tu as relevé des défis dans tout ça, j'en suis persuadée, dont un qu'on pourrait aborder au niveau de la santé. Tu as eu des différentes nouvelles, même une que c'est quand on était à notre ancien milieu de travail qui était plus concrète. Est-ce que tu aimerais nous en parler? Mais en fait, je souffre de douleurs chroniques. Donc, rendu au secondaire, en secondaire 3 puis 4, je manquais beaucoup l'école. J'étais juste jamais à l'école. Il y a des semaines que j'étais une fois à l'école par jour. Une journée par semaine à l'école. Okay. Donc, il a fallu que je m'habitue à « OK, mais il faut que tu t'arranges pour passer ton année. » Parce que moi, je voulais vraiment finir mon secondaire. Puis, genre, réussir avec des bonnes notes. Il était hors de question que, genre, ça s'échoue. Donc, j'étudiais beaucoup par moi-même, tout ça, chez nous. Tu sais, mes professeurs me donnaient mes cahiers. Puis, dès que j'ai eu la possibilité en secondaire 4 à recommencer à aller à l'école, j'allais aux récupérations tous les matins. Donc, à tous les matins, j'étais à l'école à 7h30, malgré que l'école commençait à 9h30. Puis, soit j'étudiais, soit j'allais en récup. Wow. Puis, je voulais être sûre d'avoir les meilleures notes. Puis, genre, mes professeurs me l'ont dit, t'as les notes pour, tu peux relaxer. Puis, genre, j'étais comme, non, faut que je continue. Puis, au cégep, ça a planté, là. Au cégep, ça a pas suivi, ça, mais... T'as mis toute ton énergie au secondaire, puis... Ouais, puis c'est rendu au cégep. Au cégep, c'était le minimum. Donc, oui, la santé était beaucoup présente, surtout quand j'étais plus jeune. Là, présentement, oui, j'ai encore des petits problèmes qui vont arriver, mais on dirait que je suis comme plus capable de dealer avec. Donc, je vais juste prendre mes rendez-vous, puis OK, la nouvelle arrive. Comme, je suis plus facile à dealer. C'est sûr que le travail, des fois, ça me fait rater le travail ou les cours, mais ça, je suis capable de rattraper, comme quand c'est juste un cours, je me débrouille. Là. Mais, ouais, c'est une grosse partie de plus de mon secondaire. Le secondaire, c'était vraiment intense. Fait que ça t'a amené effectivement des défis au niveau de l'apprentissage. Ces défis-là, tes relèves aussi, comme tu dis, des fois ça te fait manquer le travail aujourd'hui. Est-ce que c'est moins fréquent? Est-ce que la médication que ça t'apporte, ça vient balancer? Comment que tout ça est traité pour toi? Mais présentement, c'est beaucoup moins pire parce que on est en confinement. Là. Donc le médecin, c'est moins possible. Donc vu qu'on va souvent chez le médecin, il y a moins de problèmes qui sont détectés. Là. Puis là, on commence à plus avoir un aspect complet sur ce que c'est que je pourrais avoir, là, qui est juste plein de petits problèmes à droite puis à gauche. Là. Mais c'est pas mal ça, là. Fait que ça conclut que t'as eu une grande résilience aujourd'hui. Oui. On peut dire ça. Félicitations. Merci. Ce qui nous amène à notre moment doré. Donc, ce moment-là, c'est, comme je te l'expliquais un peu plus tôt, soit un fait cocasse, soit un accomplissement duquel tu aimerais partager avec nous. Mais honnêtement, moi, je pense que ça serait plus l'accomplissement. Donc, j'ai fait justement la Bolivie, qui est vraiment... C'est vraiment un gros
quand que tu pars de quelque chose que tu es habitué à quelque chose que t'es plus habitué pantoute. Mais je l'avais fait aussi un petit peu avant en partant à Vancouver dans une famille qui est super fine puis on a encore full de contacts ensemble présentement. Puis pour apprendre mon anglais. Donc j'ai vraiment été déracinée. Je pense que j'avais 17 ans quand je suis partie. Donc à 17 ans, je suis partie 6 semaines à Vancouver avec un décalage horaire. Donc contacter ses parents, c'est plus difficile. On arrivait quand même, mais c'est beaucoup plus dur. Wow. Puis dans la famille, ils parlaient anglais. Ils connaissaient pas le mot en français vraiment. La petite fille, elle essayait d'apprendre le français, mais elle avait pas une grosse base. Puis ici, il y avait une fille qui était venue ici qui apprenait le français. Donc, elle partait, on était vraiment un échange famille-famille. Donc, puis j'ai encore des contacts. Elle est même venue il y avait pas longtemps, avant le confinement, à Montréal. Donc, on s'est vus, puis elle est venue chez nous, là. Donc, ça, c'est vraiment des gros accomplissements de réussir à se déraciner puis à profiter de ce moment-là. Fait que t'aimes ça d'être dépaysé, dans le fond. Ouais, ouais. C'est super. En tout cas, moi, tu m'épates. De mon côté, c'est pas des choses... être loin de ma famille, être loin de mes repères, puis de mon eau chaude. Mais c'est dur, c'est dur la première semaine, mais on s'habitue après. Honnêtement, la première semaine, c'est... À Vancouver, moi, c'était intense, là. Je voulais retourner, je voulais plus rester. Puis après la première semaine, moi, j'ai commencé à avoir du plaisir, là. Est-ce que, selon toi, c'est un peu comme... on dit la cigarette, une dépendance, la plus dure semaine, le plus gros rush, c'est les 7 premiers jours, puis après, ça se prend bien. Ouais, c'est ouais. dans le même concept, là. Ouais, c'est ça. Faut juste que tu passes à travers t'es plus dans la même culture. Donc, quand t'as passé ce cap-là, puis que tu fais, OK, ma culture est pas unique, tu sais, dans le sens, il y en a vraiment une autre qui est vraiment plus grande aussi, tu sais, qui va être super intéressante. Mais tu passes comme à travers, puis là, t'es comme, OK, je vais apprendre. À place de, genre, m'apitoyer sur mon sort puis rester en bas, je vais, genre, en profiter puis triper au bout le fait que je le vis, ça. Tu sais, pour avoir des beaux souvenirs puis tout ça. Je vais revenir voir ma famille plus tard, là. C'est sûr, je suis super proche d'eux puis c'est sûr que dans le sens, je vais revenir, là. Donc, ouais. Tu savais que t'allais retrouver ta famille, fait qu'au bout de la ligne, c'était temps que tu profites au jour le maximum aussi, oui, à c'est 100%. Ça. Puis on se textait, tu sais, maintenant avec les réseaux sociaux, c'est super facile de leur envoyer des photos, puis eux font pareil, puis vous parlez un peu de ce que tu as fait de ta journée, tu sais. Ça a été ma première job, moi, ça a été là-bas comme aide-animatrice au camp de jour. Donc, faire d'animation en anglais, quand que ta base est vraiment pas bonne en anglais. Ça a été un autre défi. On peut le dire, t'aimes ça être dépaysé. Pourquoi continuer de l'avant? Dans le sens, tu sais, tous les défis, tous les changements de programme, mais tu as gardé une motivation encore aujourd'hui. Je sens que tu es motivé dans les cours que tu fais. Parce que c'est vraiment un gros plus qu'on a d'aller à l'université. De pouvoir se dire qu'on a l'université, qu'on a le choix d'y aller, c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui l'a. Donc, j'en profite le maximum. Puis je suis capable, tu sais, on est capable de payer l'université, puis que j'apprenne. Donc, j'aime mieux... Cet argent-là, ça coûte cher quand même à l'université. Ouais. Donc, j'en profite au max, puis j'essaie de me donner au max dans les cours que j'ai pour pas que ça soit de l'argent gaspillé. Je comprends, donc, je paye encore mes bourses versées en trop. Oui, oui. Surtout quand on prend ça à l'Université d'Ottawa, là, qui est comme au moins le double de ce qu'on a fait. Là. Vraiment, ça fait mal au portefeuille quand tu y penses. Ben, moi, j'avais regardé ça au début, justement, quand que je regardais l'université, parce que moi aussi, j'ai un modèle atypique, on pourrait dire. Puis c'est quand j'ai vu les factures dans les autres provinces, j'étais comme, OK, on est vraiment chanceux au Québec, là. Oh oui, c'est fou. C'est vraiment pas cher, parce que même en dehors du Québec, l'université Nouveau-Brunswick, ça m'aurait coûté 3 fois plus cher. Puis j'avais regardé, l'autre c'était à Vancouver, j'avais regardé, puis j'étais, je pense, à 4 fois plus cher que ça me coûtait au Québec. Ouais, moi, j'ai la chance que ce soit mes parents qui payent mon université, donc ça, c'est vraiment un gros privilège que j'ai. Puis en plus de ça, quand j'étais à Ottawa, la plupart des gens qui étaient avec moi dans mon programme, c'était toutes des personnes immigrées qui étaient en français. Puis la différence, c'est qu'en français, ils payaient environ le même prix que nous. Mais s'ils allaient prendre l'université en anglais, parce qu'à Ottawa, c'est surtout l'anglais, c'était 30 000 $ la session. Donc, fais un calcul, là, ton bac de 3 ans, de 4 ans, à Ottawa, c'est 4 ans, ça vient cher. À 2 sessions, 8, ouais. Ça fait mal au portefeuille quand tu y penses, là. Je te vois encore une fois très motivée par ton programme d'études.
en enseignement. Est-ce que tu aimerais justement parler davantage quelle orientation, quelle branche tu vas prendre après ça? Ça, présentement, je suis en enseignement de secondaire en univers social. Donc, j'ai choisi ce domaine-là après mes 2 autres essais parce que pour moi, l'éducation, c'est vraiment important. Puis, son secondaire aussi. Tu sais, on peut tellement avoir de portes ouvertes quand on a réussi à avoir son secondaire 5 comparé à ce... Comme ça va nous ouvrir plus de portes. Oui. Donc, pour moi, c'est super important que je motive les élèves à réussir d'avoir ça pour qu'ils puissent, après ça, avoir un peu plus de choix d'avenir. Tu sais, s'ils veulent aller au cégep ou s'ils préfèrent faire un DEP, c'est correct, fais-le. Tu sais. Il n'y a pas de mauvais choix, mais au moins, t'as le choix. Tu sais. T'es pas pogné dans une petite affaire avec juste un choix ou 2, puis... Ou attendre 3 années passent ou d'obtenir tes 21 ans, aller essayer de chercher de l'expérience de travail aussi Oui. pour essayer de rentrer dans un domaine. Je te parle par expérience. Puis il y a beaucoup de travail qui demande d'avoir un secondaire 5. Oui. Qui est là, tu fais comme, OK, mais j'ai abandonné l'école, fine, mais il faut que je paye mon loyer ou il faut que je paye quelque chose, il faut que j'ai un job de vie. Puis là, tu fais comme, OK, mais c'est parce que j'ai pas mon secondaire 5, tu sais. Donc, réussir à motiver ces jeunes-là à avoir ce diplôme-là qui vont être vraiment bénéfiques pour eux, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Comment ça se passe, la motivation pour toi à distance et au niveau des enseignants? Comment tu... À distance, c'est beaucoup plus dur. Donc, honnêtement, j'ai 2 chats chez nous. Puis faire un cours avec 2 chats qui décident qu'eux aussi ont le goût de faire le cours, ou ont le goût de jouer, ou ont le goût de faire n'importe quoi, ça peut être dérangeant, ou, exemple, n'importe quel bruit, ou... Là, tu fais comme, la télévision qui est à côté, ça me tente d'aller écouter une série à la place de faire mon cours de français, puis là, tu fais comme, ce serait pas le meilleur choix, tu sais. Donc, ça l'amène beaucoup plus... faut vraiment plus être motivé pour le faire. Parce que, pour vrai, c'est vraiment un gros défi de le faire. Puis faut que tu fasses tes projets. Faut que tu sois devant le même bureau que tu fais tes cours, tes projets, que tu passes ton temps libre, ou que toutes tes affaires sont faites devant le même bureau. Donc, ça devient dur à casser aussi, de dire, OK, là, je suis à l'école, là, je suis plus à l'école. Là, t'es tout le temps dans le même environnement. T'as les 4 murs que tu peux plus différencier Oui, c'est tes ça. sphères, dans le Tu sais, fond. je passe mes journées, mes semaines dans mon appartement. Je l'aime bien, mais à un moment donné, j'ai goût d'aller à l'école, puis de voir mes collègues d'école de travail, puis de pouvoir dire, parler un peu plus de ce qu'on a en commun, tu sais. Là, par distance, on a réussi à avoir une cohorte, mais ça reste encore difficile parce qu'on n'a pas un vrai contact. Donc c'est comme par texto, mais là, tu sais, c'est un peu moins le fun. On fait des zooms des fois, mais ça reste moyen, là. Puis le partage, sûrement de la matière, doit être un peu plus laborieuse. Oui, j'ai beaucoup de professeurs aussi ils font juste envoyer des PowerPoint avec du son, puis tu le fais quand tu veux. Ça fait en sorte que, ben, on le fait pas, ou on le fait dernière minute avant notre examen. Puis là, on se ramasse avec 9 cours à faire en 2 jours. Fait que je vois que ça, c'est pas le genre d'enseignement qui te motive. Non, ça. non, ça non. Mais quel genre d'enseignant à ce moment-là qui te motive? Est-ce que tu en as un présentement qui se démarque de Oui, tout? oui, quelqu'un qui est vraiment motivé par sa job. Quelqu'un qui aime sa matière, qui veut m'enseigner. Un professeur de géographie qui va dire, moi, là, je suis vraiment passionné, puis qui me l'enseigne comme ça, c'est sûr, je vais tout écouter son cours. Quelqu'un qui me fait un cours par PowerPoint ou qu'on voit même pas sa face, oublie ça. Oublie ça, moi, je décroche. Puis est-ce qu'actuellement, tu... Parce que là, on s'entend, t'es en enseignement, fait que les enseignants qui t'enseignent comment enseigner. Ouais. Est-ce que tu trouves que t'as des enseignants qui devraient peut-être prendre leur retraite? Parce qu'ils ont plus cette motivation-là. Mais j'ai pas juste des professeurs qui enseignent pour comment enseigner. J'ai beaucoup de professeurs aussi, parce que je suis en univers social, donc j'ai des profs de géo, d'histoire, ou que leur domaine d'études, c'est vraiment la géographie. Ils sont géographes ou sont historiens. Donc, ils enseignent à l'université, mais ils enseignent pas comment enseigner. Ils enseignent leur matière, leur passion. Mais les professeurs qui sont là pour enseignement, pour vrai, sont bons. C'est juste que c'est des profs aussi de secondaire. Donc, des fois, tu sais, ça a un peu plus de bugs parce que ils ont leur cours au secondaire aussi. Donc, il faut qu'ils bâtissent 2 cours. Pour vrai, je leur lève mon chapeau aussi, là. Parce que c'est rushant, mais ça fait aussi des inconvénients pour nous, là, dans le sens qu'ils ont 2 jobs, puis tout. Mais pour vrai, ils font de la bonne job. Mais c'est sûr qu'à distance, c'est pas pareil, là. C'est pas la même expérience qu'en personne, là.
Tu étudies en enseignement. Je t'ai connue auprès des aînés. Est-ce que tu vas peut-être retourner auprès de cette clientèle-là? Mais en fait, mon plan de match que j'aimerais vraiment dans un monde parfait, là, ça serait d'être enseignante. Puis là, ça, c'est ce que je rêve, mais mes professeurs me disent que ça sera sûrement pas ça que je vais faire. Ce serait d'être enseignante pendant ma session scolaire. Puis pendant mes 2 mois d'été, de retourner auprès des aînés, en faire de l'animation, puis tout ça. Tout le monde me dit que je vais être fatiguée, puis tout, mais en tout cas, dans mon rêve, ça serait ça. Le monde te dit que tu as une vision utopique. Ouais, c'est ça. Il dit, je pense que tu réalises pas que ça va être fatigant, une job de prof. En tout cas, on va voir plus tard, mais ça serait ça mon rêve et mon plan de match que je fais présentement, que je vise. Là. Ça serait de pouvoir continuer à avoir les aînés et l'autre job. Puis qu'est-ce qui te motive auprès de cette clientèle-là, les aînés? Honnêtement, travailler avec eux, ils apportent tellement juste sur leur façon de voir le monde. Parler avec eux, là, ça nous fait grandir dans le sens que ils vont parler de leur temps, comment ils étaient. Puis là, tu fais comme, mon Dieu, je suis vraiment chanceuse, genre. Il y a beaucoup des aînés qui me disaient qu'ils travaillaient dans leur ferme, qu'ils n'avaient pas le choix. Surtout les femmes. Moi, pour vrai, là, les femmes me font grandir à un tel point, là, où que, ben ouais, mais moi, il fallait que je m'occupe de mes enfants chez nous, puis quand j'étais jeune, ben j'aidais ma mère, puis tout ça, puis tu fais comme, finalement, j'ai pas eu une enfance, on faisait pas tant de travail que ça, on était bien gâtés. Ou juste le fait que ça soit plus juste les femmes qui s'occupent des enfants, tu sais. L'homme va aussi participer à les élever, puis tout ça, ça fait tellement remarquer puis grandir comme personne en voyant comme, hey, non, on est vraiment chanceuse, on a vraiment gagné beaucoup de choses, puis oui, le combat est pas fini, mais on est quand même très bien présentement comparé à avant, là. Comment tu as obtenu cet emploi-là auprès des aînés? Auprès des aînés? Ouais. J'avais envoyé mon CV, je pense, 2 ans avant qu'ils m'engagent. Finalement, il m'avait dit que ça n'avait pas fonctionné. J'avais travaillé avec ça avec les personnes avec déficience cette même année-là. Ou l'année d'après. En tout cas, c'est un peu vague, là, ça fait un peu pas mal longtemps. Puis ils m'ont juste recontacté par Facebook. Puis j'ai fait « Ah ben ouais, je pourrais avoir une deuxième job. » Je suis allée vers là. J'ai fait ma deuxième job là. Et toi, ben, tu roules souvent 2 jobs parce que depuis qu'on se connaît, je t'entends souvent dire Ouais, que... ouais. Fait que Présentement, j'ai aussi 2 jobs là. Ok, t'es resté typique à toi, hein? Ouais. Tu jongles toujours avec 2 jobs et l'école depuis que je te connais. Comment tu fais pour jongler avec tout ça? Ben, il faut un horaire là. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle veut être enseignante et animée auprès des aînés à part de ça. Fait que je pense que les profs sont pas conscients du fait qu'elle est habituée à faire 2 jobs en même temps. Là. C'est ça que mon chum m'a dit aussi. C'est ça, ils n'ont pas connu ta réalité actuelle, tu sais. 2 jobs, école. Dans le fond, tu vas être en congé, mais que tu sois enseignante puis que tu travailles puis que l'été tu sois auprès des Ouais, aînés. mais je me suis dit que je pouvais toujours faire 4 jours puis avoir 3 jours de congé. Tu sais, ça se fait bien, là. Je peux me reposer en 3 jours en masse de temps. Donc, non, pour moi, je suis pas mal sûre que ça va être, tu sais, peut-être quand je vais avoir des enfants qui vont être jeunes, je vais prendre mon été pour passer du temps avec eux, mais à un moment donné, ils vont être rendus grands puis ils vont pas vouloir passer du temps tout le temps avec les parents, donc je resterai pas chez nous à rien faire, là. Comme la majorité des adolescents. C'est ça. Ou avant d'avoir des enfants aussi. Il y a un Oui. moment où t'as pas d'enfants. Non, c'est ça. Puis quand t'es professeur, c'est bien beau, mais mon chum, il est pas professeur. Là. Lui, il va travailler pendant l'été aussi. Là. Donc, ça sert à rien que je sois tout seul chez nous. Là. Non, c'est ça, faut que tu t'occupes aussi. Mais c'est ça. Le temps devient long. Ben, on le sait, le temps devient long en pandémie, fait qu'il faut Hey, s'occuper. non, oublie ça. Fait que t'imagines. Comment tu décrirais ton rôle puis ton emploi auprès des aînés? En fait, c'est leur apporter la joie puis de voir du monde parce que c'est une réalité qu'eux vivent. Oui, ils ont de la famille, mais leur famille, ils viennent pas souvent. Puis il y en a qui viennent jamais aussi. Là. Ils m'ont souvent dit... j'ai souvent entendu que ça servait à rien de faire des enfants, là, parce qu'ils te rendent pas visite, tu t'en occupes d'eux, puis eux s'occupent de toi après. Là. Ça, il y a beaucoup d'aînés qui me l'ont dit, puis qui le réalisent, malheureusement. T'sais. C'est quand même triste quand tu te penses qu'ils sont en perte d'autonomie, mais que ça, ils réalisent, t'sais, qu'ils n'ont pas de visite, ou que leur famille leur manque, puis ils veulent voir leurs enfants, puis l'inverse, ils veulent pas. Donc, pour moi, juste être là, puis avoir un lien avec eux, tu sais, oui, ça se développe, là, ça m'a pris du temps, là, pas la première journée qu'ils étaient contents de me voir, là. Mais avoir ce lien-là, puis leur apporter la joie, puis genre, essayer de leur faire changer les idées, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bénéfique.
Moi, je trouve ça juste beau de tout le temps de voir animer, puis de voir l'effet que tu donnes. Ben, tu donnes un effet de groupe, là, je te dirais. Les fois que je suis venue te voir en résidence, autant que j'ai pu voir d'autres animatrices, puis qu'il n'y avait pas autant de monde autour de la table, je pourrais te dire. Mais on m'a souvent dit, quand j'allais animer dans les résidences, que les personnes qui ne voulaient pas participer aux activités, je parlais tellement fort dans les résidences qu'en haut dans les étages, ils étaient écœurés de m'entendre parler, donc ils descendaient voir. Comment les commentaires des aînés en lien avec leur famille t'amènent à réfléchir sur ton rôle d'enfant et de petit enfant? Mais j'ai eu la chance d'être vraiment très présente pour mes grands-parents, là. J'ai habité pendant un bout, pendant que j'allais à l'Université de Montréal, chez ma grand-mère et mon grand-père. Donc, ils ont une belle maison, puis ils sont encore capables de s'en occuper, puis pour vrai, je les encourage à continuer. Mais ça m'a fait aussi grandir, ça, parce que ma grand-mère était super contente, là, elle parlait tout le long du souper, puis encore aujourd'hui, je les appelle à toutes les semaines, au moins une fois. Puis si moi je l'appelle pas, c'est elle qui m'appelle en disant « Mais là, m'as-tu oublié? » Je suis occupée, mais non. Puis elle prend des nouvelles sur tout, puis elle nous repose des questions, puis peu importe, mon autre grand-mère aussi, que j'ai pas eu la chance d'habiter parce qu'elle habite beaucoup plus loin, que j'ai pas la chance de voir, là ça va faire 1 an que je l'ai pas eu, ma grand-mère, parce qu'elle habite à Québec, donc c'est beaucoup plus dur pour moi d'aller la voir, mais non, c'est ça m'a fait remarquer qu'il fallait vraiment être présent, parce que pour eux, tu sais, oui, ma grand-mère, elle a beaucoup d'amis, là, on a vraiment énormément, à part ses soirs au téléphone, là. Mais nous aussi, on est quand même importants, tu sais. Elle nous a gardés quand on était tout petits, puis faut y redonner ça aussi, dans quelque sens, hein. Donc, ouais, mais c'est pas toutes les aînés des résidences qui me disaient que leurs enfants venaient pas, mais la plupart du temps, quand les enfants étaient là, les aînés voulaient pas partir de mon activité, ils voulaient rester, donc les enfants participaient avec eux. Donc, j'avais des enfants qui participaient à jouer aux poches ou au bingo. Parce que les aînés préféraient être à l'activité qu'aller voir leurs enfants. On voit que tu Ouais. t'animes. Puis, mis à part ta voix légendaire qui fait que les aînés du 2e puis du 3e descendent voir, qu'est-ce qui fait de toi une bonne animatrice auprès de cette clientèle? Mais ils m'ont souvent dit que c'était mon sourire. C'est sûr qu'en confinement, on oublie le masque qui vient tout gâcher, tout ça. Sinon, j'ai ça l'énergie. Donc, quand je suis en animation, c'est vraiment important que ce soit le moment présent. Je suis là pour eux. Quand que je suis en dehors, là, je suis là pour moi. Ou pour la job, ou whatever, mais j'ai pas besoin de donner autant d'énergie puis d'être autant vivante en dehors que ce que je suis avec eux, parce que ils vont m'avoir comme pendant, 1h30. Puis après ça, je m'en vais. Donc, pendant 1h30, il faut que j'oublie tous mes problèmes puis que je sois là que pour le 1h30 d'activité que je suis là. Donc, c'est pas mal ça. Quelle était ton activité préférée? Mon Dieu. J'ai réussi à les faire jouer au beer pong. Puis pour vrai, ça a été vraiment un exploit. Ok, il n'y avait pas de bière, là, pour mettre ça au clair, là, parce qu'avec les médicaments, on peut pas donner de l'alcool à n'importe qui. Fait que t'avais fait ça avec des mocktails, là, tu sais. Ouais, c'est ça, avec du jus, puis il était bien content, il tripait vraiment beaucoup sur lancer la balle, puis pour vrai, j'étais avec une autre animatrice, puis on a trippé ben raide de juste faire une partie de beer pong avec des aînés. Oui, ils comprenaient pas que non, ça jouait avec de l'alcool, mais ça, c'est pas grave. Ils étaient contents d'avoir du jus, parce que on avait comme un genre de jus aux fruits qui était à place, là. Donc, juste ça, c'était comme un gros party pour eux, puis on a réussi. Donc, c'était vraiment un bel exploit de réussir à faire jouer environ une dizaine d'aînés au beer pong, là. Wow, nice. Comment êtes-vous arrivé à cette activité-là? Mais en fait, la plupart des activités que je fais, qui sont pas les activités typiques, là, comme jouer aux poches ou bingo, je prends les activités que tout le monde est capable de faire, puis je les adapte à eux. Donc, on a inventé un jeu de Scrabble, où que les mots étaient déjà écrits sur la carte. Donc, eux avaient juste à mettre les lettres où qu'ils allaient, parce que leur faire écrire des mots, c'est trop compliqué. Donc, on a réussi à trouver la façon que eux puissent écrire des mots qui sont déjà existants. Ils ont juste besoin de chercher les bonnes lettres, tu sais. Donc, c'est vraiment prendre des affaires que tout le monde est capable de faire, puis de les adapter un peu pour qu'eux soient capables de le faire. Nice, j'aime ça. Fait que dans le fond, d'un autre côté, eux, ils voient qu'ils ont encore la capacité de participer au jeu ça. de Monsieur, Madame, tout le monde. Parce que leurs petits-enfants qui vont leur dire « j'ai joué au beer pong », eux vont pouvoir dire « moi aussi ». Mais ok, pas d'alcool, mais moi aussi, j'ai été capable de jouer au beer pong. Puis là, tu fais comment, mon Dieu, genre, ils peuvent avoir un sujet
oui, le jeu a été adapté parce qu'à un moment donné, on peut pas faire fi de leurs conditions qu'ils ont, mais à part ça, on est capable d'inventer des activités qui motivent les aînés et tout, puis ça leur fait des belles conversations. Ça, c'est certain, parce que il en parle encore. Puis pourquoi pas faire du classique comme le bingo ou le domino? On en faisait, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient beaucoup redondant. Mais en fait, plus pour nous que pour eux, parce que la plupart du temps, ils s'en rappellent pas. Mais Ouais. nous, on s'en rappelle. Puis passer une semaine à jouer au bingo, je peux te dire qu'à la fin, les chiffres, on est un petit peu tannés. Donc, c'est vraiment d'aller, puis aussi, ça leur fait travailler d'autres parties, dans le sens, le bingo, c'est beaucoup chercher des cartes, puis c'est leur activité préférée aussi, donc on l'a fait, là. C'est sûr que je peux pas enlever le bingo, il y a des résidences qui capoteraient, là. Mais ça leur fait, exemple, on va jouer au ping-pong, mais là, ça va leur faire bouger. On va jouer au Scrabble, mais là, ça va faire chercher des lettres à place des chiffres. Mais ça reste dans la même thématique. C'est sûr que le bingo, eux, ce qu'ils aiment, c'est d'avoir un cadeau à la fin, là. Donc, on peut faire d'autres genres de concours. Tu sais, on avait fait un quiz qu'à la fin, ils pouvaient gagner l'équipe un petit cadeau, tu sais. Dans le sens, de faire en style pour qu'il y ait tout le temps l'idée de cadeau qu'ils veulent, eux. OK. Donc, on va au Dollarama, là, on peut acheter des bidules, comme on dit, mais eux vont capoter, puis ça va être pour eux, ça va être vraiment cool. On a eu un cadeau aujourd'hui, tu sais. Pour eux, ça fait leur journée, puis pour nous, ça nous a coûté, quoi, 2 piastres. Donc, ouais. Puis parce qu'ils sentent qu'il y a un amour derrière tout ça, ils sentent qu'ils ont une reconnaissance. Ouais, on a pris le temps d'aller les chercher, puis de créer ça pour eux, puis de choisir aussi pour eux. Donc, au final, ils sont super heureux, là. On peut leur faire des cartes, ils vont capoter, là, puis ça nous prend... Oui, ça va nous prendre du temps, mais c'est pas si compliqué que ça quand tu y penses, tu sais. Ah non, même quand je me souviens quand j'ai fait les distributions des cartes de Noël, juste le fait que je leur apporte ça, puis tu as participé, ben, Ouais. je peux te le dire, il était tout ému, là. Il l'avait même pas encore lu, il y en avait qui avaient les larmes aux yeux, juste d'avoir reçu une carte. Mais c'est ça, Pour parce les qu'on fêtes. on y pense pas, mais c'est pas tout le monde qui va avoir des cadeaux ou qui sont, tu sais, justement ceux qui sont pas en contact avec leur famille. Mais pour eux, c'est comme énorme parce qu'ils ont rien d'autre, tu sais. Oui, les résidences sont super là, avec eux, puis mais quelqu'un d'autre que la résidence à qui voit, tu sais, les préposés, ils les voient à tous les jours. Ben, en tout cas, les journées que les préposés travaillent. Là. Mais nous, on arrive, on va être là, exemple, le lundi. On va arriver avec un cadeau le lundi, ben pour eux, c'est « Oh mon Dieu, ils sont là avec un cadeau », puis ils ont pensé à moi en dehors de leur temps de travail, puis tout, puis ça apporte vraiment quelque chose de gros pour eux, là, puis c'est vraiment beau à voir. Je confirme. Puis comment tu décrirais ton approche auprès d'une clientèle en perte d'autonomie, ben, des aînés en perte d'autonomie? Il faut de la patience. C'est vraiment... moi, c'est ce que ça m'a fait travailler, là. Puis... Parce que oui, tu vas avoir des chicanes, puis tu fais comme... OK, mais on est rendu à ça. Puis là, mais pour eux, c'est vraiment en gros une chicane entre deux personnes. Tu sais, juste parce qu'il y en a une qui est rentrée dans... qui a pris la chaise de l'autre. Ça, je l'ai eu souvent, là, à une des résidences, là. Ils ont pris la chaise de l'autre, là, puis là, ça commençait à se cracher dessus, puis à tout. Là, puis tu fais comme, hey, on va se calmer, là, c'est une chaise, là. Mais pour eux, c'est genre intense, là. Puis pour nous, c'est une chaise, tu sais. Donc, il faut vraiment que tu restes patient, puis que tu sois quand même souriant, malgré le fait que des fois, ça soit limite, là. Puis comment t'intervenais, justement, pour la chaise? Ben, tu leur expliques que, tu sais, il y en a une autre, puis au pire, je vais m'asseoir à côté de vous, tu sais, c'est encore plus fun, là. Tu vas être assis à côté de moi, puis la plupart du temps, ils se battaient pour être assis à côté de moi, là. Donc, tu sais, tu leur apportes quelque chose d'autre avec une autre chaise, parce que c'est pas tout le monde que tu peux déplacer facilement, là. Tu peux pas leur dire, ben, déplace-toi, il faut qu'il y ait leur marchette, faut que ça leur prenne du temps. Donc, t'es mieux de faire déplacer la personne qui est debout. Ouais, que faire déplacer celle qui est déjà assise. Ouais, c'est ça, parce que des fois, il fallait que t'aies des préposés qui viennent t'aider pour les lever. Parce que nous, moi je suis pas formée pour les lever, puis ils ont des façons de lever les aînés pour pas que nous, on se blesse, puis pour pas que les aînés se blessent. Puis Effectivement. moi, j'ai pas cette formation-là, donc il fallait tout le temps que j'aille chercher quelqu'un pour quelques personnes en particulier, tu sais. Donc, c'est mieux de faire celle qui est debout, déjà. Qu'as-tu appris dans tes échanges avec eux? J'ai appris beaucoup sur moi, en fait. Sur la perception que tu peux avoir de la vie. Parce que, tu sais, ils m'ont toujours dit que ça passe super vite. La plupart du temps, ça passe super vite. Puis, ils se rappellent pas du moment présent, mais ils vont se rappeler de toutes leurs anecdotes passées. Ouais. Puis là, ça t'apprend sur comment toi continuer comme personne, tu sais.
Donc, je pense que c'est pas mal ça que ça l'a appris, Ben, juste des écouter, là. mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que le fait que ta mémoire va se souvenir de pas du moment présent, mais de ton passé, t'es mieux de faire bien. Ouais, c'est ça. maintenant. Dans le présent actuel, tu fais bien, comme ça, à ta retraite, tu vas avoir Oui, des parce beaux que souvenirs. la plupart du temps, on s'en échappe pas de cette partie-là, tu sais. Ouais. On risque de devenir aussi en perte d'autonomie à un moment donné dans notre vie, là. Ouais. Donc, Ah, puis ça peut arriver à tout âge, là, tu sais, juste une opération, t'es en perte d'autonomie. Moi, je veux dire... ouais. T'es dépendant de quelqu'un d'autre. t'es Moi, dépendant, ouais, c'est ça. Être Puis dépendant tu de peux te quelqu'un. sentir mal aussi là-dedans, dans le sens genre, hey, puis pour vrai, ce qui me marque chez les aînés, puis tu sais, j'ai travaillé avec des personnes de déficience, les aînés, c'est parce qu'ils s'en rendent compte. Les personnes de déficience s'en rendent pas compte. Pour eux, qu'ils se rappellent pas ou ce qu'ils sont pas capables de faire, c'est la normalité, ils ont toujours fait ça. Les aînés, là, ils s'en rappellent de ce qu'ils étaient capables de faire. Puis là, ils sont comme, je suis plus capable d'écrire, là, puis ça les frustre. Donc, juste ça l'apprend beaucoup sur comment qu'on est comme personne, puis qu'est-ce qu'on a comme chance, parce que eux, ils l'ont comme perdu. Ils l'avaient, puis là, ben... Ils l'ont pu. Puis comme on dit toujours, c'est quand on perd quelque chose qu'on réalise qu'on avait, là. Ouais, c'est ça, parce que la plupart des aînés, tu leur fais pas écrire un texte, ils sont plus capables d'écrire un texte au complet. Puis ils vont te le dire, j'étais capable avant. Puis je suis comme, oui, je vous crois à 100%, puis tout, mais là, oublie ça, ils sont capables d'écrire leur nom, puis c'est vraiment le tout, là. Puis est-ce que dans ce temps-là, tu vas dans l'acceptation avec lui, tu sais, avec la personne qui te dit ça comme j'étais capable avant? Ou tu... Moi, la plupart du temps, je faisais juste changer de sujet. Parce que sinon, ils viennent tristes, puis c'est pas le fun pour eux. Donc, c'est mieux de juste faire... On va parler d'autres choses, puis ils s'en rappelleront sûrement pas de ce que t'as parlé, donc ils seront pas tristes. On est comme invité à la tristesse un peu. C'est peut-être plate à dire, là, par contre, là, de... Moi, mais l'émotion en même temps, ce qu'à un moment donné, j'avais lu quelque part, c'est que les gens finissent souvent par se souvenir avec l'émotion, plus qu'il y a d'émotion. Fait que, tu sais, si la personne était vraiment triste, elle serait peut-être souvenue de ce moment-là de tristesse, dans ce cas-là, tu amènes du bonheur. Ouais. Plein de bonheur. Fait que là, OK, on va focaliser Puis sur le ils, bonheur. ils peuvent être tristes, puis même pas savoir pourquoi. Moi, il y a des journées que j'arrivais, puis elle était toute triste, puis j'étais comme commencé à dire, je m'en rappelle pas, mais je suis triste. Donc là, tu fais comme, oh, quand on va changer ça, on va te mettre joyeuse, au moins que tu vas. C'est plus le fun, là. Ouais, surtout quand elle est plus capable de te donner la raison, ça doit être... Non, j'ai déjà eu des personnes, j'arrivais, il y avait une photo d'eux dans leurs mains, puis j'étais comme, c'est quoi la photo? Puis c'était même pas eux qui étaient sa photo. Il dit, je sais pas, mais je suis triste parce que je suis plus comme ça. Mais c'était même pas la bonne personne qui était là. Donc, ils se rappellent même plus à quoi qu'ils ressemblaient avant, puis il faut que tu essaies de, genre, dealer avec ça pour les rendre plus heureux, là. Pour que le seul sentiment qu'il y ait pendant que tu sois là, c'est d'être heureux, parce que c'est plate de même pas savoir pourquoi que t'es triste, là. Je me mets à la place actuellement, puis ça, ouais. C'est pas le fun. C'est comme un sentiment que tu peux pas contrôler, t'es Non, triste, c'est puis ça. tu sais pas pourquoi, tu sais, c'est encore plus frustrant. Ouais, vraiment. Puis comment tu crois qu'il passe à travers la pandémie actuellement? Honnêtement, je pense que c'est vraiment rough, là. Parce qu'ils peuvent plus voir personne, ou presque plus personne, dépendamment du temps, là. Je sais qu'à un moment donné, ils n'avaient même plus le droit de voir leurs enfants. Là, maintenant, je pense qu'ils ont le droit aux personnes aidantes, là. Au proche aidant. Mais c'est pas toute la famille, là. C'est une personne qui est proche aidant, là. Est-ce que tu crois que c'est semblable à tes grands-parents? Leur situation? Mais mes grands-parents, ils sortent pas depuis la pandémie. OK. Puis ma grand-mère me l'a déjà dit. Tu sais ce qui est le plus triste, c'est qu'on sait pas combien d'été qu'il nous reste. Puis honnêtement, ça m'a vraiment marqué, là. Parce que, tu sais, je lui disais, non, dis pas ça, dans le sens... Mais en même temps, elle a quand même raison, on sait pas ce qui va arriver dans le plus tard. Puis, dans les résidences, malheureusement, il y en a qui sont décédés pendant le confinement. Donc, leur dernier moment était en confinement, tu sais. Ouais. Donc, c'est vraiment triste de voir à quel point... Tu sais, ma grand-mère, maintenant, elle est capable d'aller faire ses épiceries. Puis elle a eu le vaccin aujourd'hui, là. Donc, elle était super contente, là. J'étais comme, on va peut-être pouvoir... Tu sais, j'allais la voir, mais on restait dehors, sous la neige, dans les tempêtes, avec le... J'y faisais des cadeaux, genre... J'avais fait, ma grand-mère trip soupe au pot, j'avais fait une grosse affaire de soupe au pot pour sa fête, puis tout. C'était comme, c'est pas comme l'année dernière, hein. Je suis comme, non, mais... je peux pas faire d'autre chose, là. Je peux pas faire de magie. L'année dernière, j'avais appelé plein de monde, tout le monde était venu à sa fête, c'est une grosse fête. Puis cette année, ben, tout le monde était allé la voir, mais... À la porte. Même pas en bas des marches. Oh my God. Parce qu'elle, elle sortait dehors. Puis elle était comme, j'ai mon masque, tu peux venir plus proche. Puis j'étais comme, non. Prends pas de chance, là.
Effectivement, on sait jamais, tu sais, ils sont sensibles puis il faut faire attention. Qu'est-ce qui aurait dû ou qui devrait être fait pour faciliter leur traversée de la pandémie? Permettre d'avoir des activités, même si c'est un risque. Tu sais, on peut prendre vraiment beaucoup de précautions pour pouvoir les faire quand même. Mais si t'enlèves ça aux aînés, oublie ça, ils ont plus rien. Les seules personnes qui voient, tu sais, les préposés font un travail, genre, excellent, dans le sens où moi, je ferais pas nécessairement tout ce qu'ils font, là. C'est vraiment beaucoup demandant pour eux. Mais ils peuvent pas passer du temps. Ils ont vraiment beaucoup de travail à faire. Ils peuvent pas passer du temps de qualité avec un aîné. Donc, ces aînés-là, ça veut dire que pendant le confinement, ils en ont pas eu. Parce que oui, ils ont vu des préposés, mais c'était juste pour faire les soins ou, tu sais, ils rushent, là, puis honnêtement, avec le confinement, ça doit être encore pire, là. Je les ai pas vus depuis le dernier confinement, là, mais j'imagine que leur job est beaucoup plus demandante qu'avant. Puis ces aînés-là, ben, ils se sentent, je l'ai souvent entendu dire, comme des numéros, mais c'est pas de la faute des préposés, c'est juste la demande de travail qu'ils ont à faire présentement, tu sais. Ouais, puis la charge, le fait qu'il peut avoir manqué un employé. Oui, c'est ça, quelqu'un qui attrape le COVID, là, ils sont finis, là, dans le sens, elle peut Selon pas le rentrer poste. pendant 2 semaines ou plus, là, je sais plus combien de temps que c'est, là. Mais si t'as le COVID, ben, rentre pas, là, on veut pas t'avoir en résidence. Puis ça fait en sorte que les aînés, ben, ils en souffrent un peu parce qu'ils sont pognés avec des personnes qui sont là juste pour faire leur travail, tu sais. Puis tu sais, comme tu dis, au fond, ils se sentent comme un numéro, mais pas les préposés ont plusieurs protocoles à suivre maintenant, fait qu'ils ont comme plus le choix de traiter ça Comme des numéros. comme des étapes à suivre, puis Ouais. chaque année est un numéro, parce que leur sécurité, il faut qu'ils notent si tout ça va bien pour chambre 1 ou chambre 5. Oui, c'est ça, mais en fait, tu sais, on peut pas en vouloir aux préposés parce qu'ils ont pas le choix. Mhm. Mais rajouter des activités ou des personnes qui peuvent juste venir leur parler, tu sais, que ce soit... Tu peux inventer plein de choses pour que ce soit sécuritaire pour tout le monde, mais au moins que pendant un petit 10-15 minutes, ils se sentent pas un numéro parce que tu prends vraiment le temps avec eux. Ça serait déjà un plus qui pourrait les aider. Puis quel apport à leur santé ça offre les activités de loisirs? Ça les fait bouger puis ça leur fait gagner du cognitif. Parce qu'en Gagner? fait... Oui, moi je trouve que ça les améliore beaucoup parce que si ils bougent pas chez eux, puis ils en font pas du tout, ben ça va baisser. Tandis que si tu leur fais travailler, exemple, des jeux de mémoire ou des jeux de cartes, ça va les faire améliorer. Donc, oui, ils vont avoir un gain qu'ils peuvent aller chercher, qu'ils peuvent avoir perdu pendant un certain temps. OK. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Là, plus que je jouais au même jeu, tu sais, je faisais pas ça tous les jours, là, mais exemple, une fois par semaine, je jouais au bingo. Tu sais, ça c'est. Mais à la fin, il y en avait il n'y avait plus besoin de moi à côté pour les aider. Tandis qu'au début, ils trouvaient plus aucun de leurs chiffres, là. OK. Fait qu'à force de pratiquer, dans le fond, on voit que la pratique fait en sorte qu'il y a certaines choses qui reviennent. Oui, c'est ça. C'est ce qui nous amène à notre segment du mécanisme social. Donc, le segment du mécanisme social, c'est, dans le fond, c'est notre mouvement que le MAUV a décidé d'instaurer au sein de la communauté pour faire parler les engrenages qui sont là pour la bienveillance de nos aînés. Donc, de ton côté, que ce soit personnel ou professionnel, qu'est-ce que tu as entrepris ou que tu aimerais entreprendre d'un mouvement social dans les prochains, soit dans les prochains moments ou soit maintenant en pandémie? Donc, un projet, en fait. Ouais. Donc, ben, comme projet que j'avais à faire, que je voudrais faire, là, c'est sûr que là, avec le confinement, c'est vraiment difficile. Ce serait de refaire un tour puis d'aller revoir toutes les aînés que pendant un an, à cause du confinement, on n'a pas pu voir. Puis avec qui j'ai vraiment tissé un lien, là. Donc, je les ai vus pendant un bout, puis à tous les jours, dans le sens, je les voyais très, très souvent. Donc, ce serait de refaire un tour, puis d'aller revoir toutes les aînés, comme pendant 2-3 jours. Sûrement, j'imagine, là. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre, parce que on va en parler. C'est sûr, je vais faire ça avec une de mes amies avec qui je travaillais avant. Donc, ce serait vraiment notre but qu'on aimerait faire, un petit tour comme ça, là. Je pense qu'on pourrait t'aider avec ça. C'est bon. Puis, y a-t-il un aîné qui t'a marqué? Oui, en fait, il y a une aînée dans une des résidences avec qui je faisais des activités individuelles. Donc ça, c'est beaucoup plus demandant parce que c'est pas avec tout le monde qu'on peut le faire, mais avec elle, elle est encore assez autonome pour que je puisse être capable de sortir sans préposer. Parce que, comme je dis,
j'ai pas la formation de faire des soins ou de dealer avec n'importe quoi, là, dans le sens j'ai vraiment Une maladie ou la santé. Ou Oui, c'est liée ça. avec la santé de l'être humain. Là. C'est ça, je peux pas donner des médicaments quelque part, tu sais. Mais elle, je pouvais parce qu'elle était quand même assez autonome pour dealer avec ça toute seule, ou en tout cas, on la préparait à ce qu'elle puisse sortir. Puis j'ai fait des activités avec elle, on est allé danser dans une genre de petit groupe de danse avec des personnes justement de son âge, avec qui elle a pu parler aussi hors de la résidence. Donc il y avait quand même des points communs, mais c'est sûr que moi, dans ce temps-là, je me retirais pour la laisser explorer puis être elle-même. Puis c'était toutes des chansons de leur temps, parce que en fait, je les ai toutes appris parce qu'à toutes les fois que j'allais faire des activités, je mettais tout le temps de la musique parce qu'ils me le demandaient tout le temps. Puis la musique, ça leur rappelle des souvenirs. Puis la plupart du temps, ils sont pas capables de dire qui chante, ni le titre de la chanson, mais ils sont capables de la chanter. Donc, ils connaissent les paroles par cœur, puis ils vont chanter avec toi. Ben, parce que moi, au final, je les apprenais par cœur. Quand c'est tout le temps la même playlist qui joue... Ton cerveau mémorise. Ouais, c'est ça. Après quelques fois, on les connaissait par cœur, les chansons. Puis ça nous faisait en sorte qu'on pouvait chanter avec eux, puis même si on chante mal, eux s'en foutent, là. Mhm. Puis ils chantaient les... Puis ils étaient comme, oh mon Dieu, cette danse-là, là, je l'ai faite avec mon mari quand on s'est rencontrés, puis ça nous rappelle des souvenirs. Puis maintenant, avec nos réseaux sociaux, nous, on peut mettre les musiques qu'on veut. Donc quand il y en avait une, oh, moi, ma chanson préférée, c'était telle chanson, ben j'allais sur YouTube, puis ça jouait, puis ils capotaient bien raide, là, parce que... Ah, t'as ça sous la main? Ouais. Oui, c'est ça. C'est, comment t'as fait t'emmener le CD? Ouais, non, c'est pas un CD, mais... Ça serait long à vous expliquer. Puis il m'appelait souvent ça, la boîte à musique, c'était mon téléphone. Ah. Donc, est-ce que je peux avoir la boîte à musique à côté de moi? Puis j'étais comme, OK! Parce qu'au final, ben, je leur faisais juste la mettre à côté, puis eux, il y avait la chanson au complet, puis ils capotaient bien raide. Donc la musique, puis c'est ça, on est allé danser, puis c'était toutes des musiques de son époque, là, que moi, je les connaissais pas toutes, mais la plupart, là. Puis on dansait avec plein d'autres aînés, puis elle a bougé, puis elle capotait bien raide, là. Ça a été, puis elle m'en reparlait à toutes les fois, là. C'est quand on retourne danser, puis j'étais comme, je peux pas faire ça tout le temps. Ça nous amène à notre moment de vérité. Donc, le moment de vérité est une réflexion sur un moment qui vous a touché, soit toi, ton équipe, qui reflète soit des difficultés actuelles. Donc, dans les activités que tu aurais voulu faire avec cette année, y a-t-il des difficultés ou des défis que tu as dû surmonter ou qui t'ont empêché d'en faire plus? Mais c'est sûr que physiquement, ils peuvent pas tout faire, là. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu faire avec eux, comme... j'aurais voulu toutes les emmener danser, mais c'était pas faisable, là, dans le sens, il y en avait qui pouvaient juste pas sortir. Tu sais, il y en a beaucoup qui se rappellent pas où ils sont, donc qui ont tendance à fuguer, puis à juste partir puis à te laisser tout seul. Donc, ce genre de personnes-là, on peut pas tout le temps les emmener toutes seules avec un groupe, tu sais, parce que c'est sûr que j'ai peur. Oui, c'est ça, faut Donc, que tu gardes un œil. Oui, c'est ça, faut que ce soit 1-1 quand t'es avec des personnes qui ont cette tendance-là, mais, tu sais, j'aurais voulu emmener tout le monde, puis il y a aussi, tu sais, l'argent puis la possibilité de le faire, puis il faut que tu aies un budget. Il y a des activités que tu peux créer qui sont énormes, mais si t'as pas d'argent pour le faire, mais tu fais comme, OK, bon, ben fuck off. Est-ce que le système de santé aurait pu t'aider davantage ou les systèmes qu'il y a en place? Mais c'est sûr qu'avec le COVID, l'école, c'est difficile. On se le cachera pas. Aller à l'école ou faire partie de n'importe quoi, tout ce qui ont dû mettre ça en ligne, ils ont dû s'adapter à un court laps de temps. Puis ça se sont mal adapté, ou il y a eu des problématiques. T'sais, ils ont fait un excellent travail à des bouts, puis il y a d'autres bouts que c'était plus rushant. Des bugs Internet, ou que je me faisais kicker du cours, que le prof se kickait du cours toute seule. Ça arrive souvent, t'sais. Donc tu perds un bout de matière sans le vouloir. Ouais, le prof c'est se kickait du cours elle-même, puis nous laissait tout seuls. Puis elle comprenait pas pourquoi. Donc, je peux dire que des fois, attendre 15-20 minutes que le professeur revienne parce qu'il faut qu'il comprenne que plus personne l'écoute. Parce que lui, il continue à parler. Ah! Parce qu'ils nous partagent leur écran, donc ils voient pas qu'ils sont plus là. Donc là, tu fais juste attendre. Puis un jour... Il demande une interaction. Puis là, ben, il y a personne qui répond parce que personne n'a entendu. Puis là, c'est là qu'il réalise. C'est ça. Donc oui, c'est ce genre de bug-là. Il y a des professeurs qui sont super bons avec la technologie, puis il y en a d'autres que c'est intense, là, où ils nous demandent tout comment faire parce qu'ils comprennent rien. Ou juste nous faire des travaux d'équipe en distance,
C'est pas pareil qu'en personne. Tu sais, là, il faut faire un PowerPoint, il faut faire un enregistrement, on tout à distance. Donc, montez un cours à distance, puis donnez-nous un cours sur vidéo. Moi, je suis comme, c'est pas pareil. Ben, ils vous mettent à l'heure du jour. Peut-être qu'ils se disent que la pandémie va être persistante jusqu'à la fin de ton bac. J'espère que non, parce que j'ai un petit problème, moi, c'est de me voir. Puis quand t'es sur Zoom, t'as tout le temps ta petite face à quelque part. Puis moi, me voir faire une présentation orale, ça me stresse. Moi, j'ai tout le temps en face, mes yeux stickés sur moi. Oui, moi aussi, c'est ça le problème. Fait que là, les gens, c'est sûr qu'ils se disent, ben, écoute, elle regarde pas la caméra, tu sais. Non, je suis tout en train de regarder en bas à droite. Moi, je regarde à quoi j'ai de l'air. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, je ressemble à ça. Oh non, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Puis ça me met une pression que devant un groupe, j'aurais pas, parce que je me vois pas. Moi, ce que je vois le groupe. Donc, pas de problème de te le faire, le cours. Mais de me voir, moi, parler, oublie ça. Si on en revient aux aînés, crois-tu que le système de santé et des services sociaux est adapté afin d'encourager ou de permettre les activités stimulantes en résidence? Je pense... Cette clientèle, ben, surtout pour la clientèle en perte d'autonomie. Je pense qu'on en a pas assez, mais que le système, il en veut, mais on n'a pas assez de main-d'œuvre pour le faire. Parce que j'ai souvent vu des préposés, il y a des préposés des résidences qui capotaient quand on arrivait parce que ça leur donnait une pause. Eux étaient bien contents, on s'occupait de 10 aînés. Ok, c'est sûr que pas médical, mais pendant du temps, on s'occupait de 10 aînés, puis eux pouvaient faire ce qu'ils voulaient, comme le ménage, que normalement ils sont tout le temps dérangés, mais là, ils pouvaient être corrects. Vaquer à toutes leurs tâches connexes, autres que le soin, dans le fond. Ouais, puis il y en avait des fois qui prenaient une demi-heure de pause pendant ce temps-là. Ils s'assoyaient à table, 4 préposés, puis ils parlaient. Ils étaient comme nous, on a besoin de juste... Parce que c'est vraiment demandant, là. Pour vrai, c'est ça, je lève mon chapeau à eux, là. Mais ils prenaient un temps, puis ils étaient comme merci, parce que pour vrai, on n'a pas le temps sinon de faire ça, là. Puis ça nous fait du bien de pouvoir parler de nous, puis de parler, pas nécessairement de nous, mais de parler avec des gens qui sont comme nous, dans le sens qu'ils n'ont pas de perte d'autonomie, puis qui nous... Tu sais, veut pas, quand ils sont en perte d'autonomie, c'est tout le temps la même histoire. Moi, il y a bien des histoires de personnes âgées que je peux te répéter parce que je les ai entendues au moins 1000 fois. Tu connais par cœur aussi. Là. C'est ça. Je peux te dire les mots qu'ils m'ont dit puis tout. Mais, tu sais, ça fait du bien de parler avec quelqu'un d'autre qu'on n'entende pas ces histoires-là. Là. Est-ce que ça serait un atout que le gouvernement supporte financièrement les organismes qui offrent des activités aux aînés? Oui, parce qu'on pourrait justement en développer des plus grandes puis des plus intéressantes. Parce que oui, jouer au bingo, mais comme je te dis, quand ça fait 5 jours que tu joues au bingo, 1, pour les animatrices, c'est dur, puis 2, ça leur fait tout le temps travailler la même affaire, travailler rien d'autre. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut de l'argent pour pouvoir développer d'autres activités que juste du bingo, tu sais. Il nous faut le matériel pour ça, puis il nous faut du personnel, puis il faut plein de choses qui nous permettent de le faire. Là, tu me parles des aînés que tu as rencontrés en résidence, de leurs millions de souvenirs qui te répètent, qui t'ont répété plutôt. Est-ce que tu aurais une aînée à nous présenter? Ben, ton aîné, dans le fond. Présente-nous ton aîné. Mon aîné. En ce sens, quel est l'aîné qui t'a, pour toi, le plus marqué? L'aîné qui... Celle avec laquelle tu nous disais que tu as fait beaucoup d'activités comme la Oui, danse. c'est ça. Madame Huard, c'est vraiment un amour comme aîné, dans le sens... Elle a un caractère, mais quand elle voit des personnes qu'elle aime, tu sais, faut que tu deals avec, là. Des fois, elle va être fâchée contre moi, là, puis pour vrai, moi, ça m'atteint pas, donc je suis comme... Puis quand elle a remarqué que ça m'atteignait pas, ben, elle devient correcte. Parce qu'elle voit que ça sert à rien. Mais je fais des activités avec elle, puis juste ça y fait comme des étoiles dans les yeux, puis c'est tellement des souvenirs, puis après ça, on en a... Vu que c'est des événements marquants, on en a d'autres souvenirs à parler, tu sais, autres que ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. Au fond, le fait que tu passes par-dessus ses mauvaises humeurs ou ses sauts, ses changements d'humeur, et elle voit que tu l'acceptes comme elle est. Oui, c'est ça. Ben, en fait, elle peut être fâchée contre moi, m'en fous un peu, dans le sens, ça va pas m'atteindre personnellement, là. Comme, des fois, elle était fâchée contre une préposée qui avait fait whatever, puis je suis comme, ok, mais madame Huard, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être fâchée contre elle pour tout ce qu'elle vous a fait de bien, juste parce qu'elle a fait ça de mauvais? Puis là, elle était comme, ouais, ok, puis là, un petit peu à la fois, ça commençait à être de mieux en mieux, tu sais. Puis j'étais comme, il faut aussi voir le positif, là. Ben oui, puis... Ben non, mais en ce sens que oui, il faut toujours voir le positif.
Quand que tu rentrais à cette résidence-là, puis qu'elle était de mauvaise humeur, là, puis est-ce que... Qu'est-ce que tu faisais comme... Pour soit la désamorcer ou, tu sais, comme pas embarquer là-dedans, mais de rester en lien avec elle, tu sais, puis de... Mais je faisais comme d'habitude. Moi, peu importe qu'elle soit de bonne humeur ou mauvaise humeur, je lui disais bonjour, je venais avec moi, on va faire des activités. Des fois, elle était comme non, je veux rien savoir. J'ai dit, mais ça va être le fun. Si vous allez manquer quelque chose de le fun si vous venez pas. J'ai dit, mais c'est comme vous voulez, je vous force pas à le faire. Tu sais, des fois, tu peux être juste pas bien dans le sens où tu vas pas te forcer à faire une activité. Mais la plupart du temps, elle était comme, oh, je vais juste te regarder. Puis finalement, elle voyait qu'avec les autres, j'étais quand même de bonne humeur, puis que ça m'atteignait pas le fait que. Puis là, elle était comme, ok, je vais participer aussi. Puis là, ça amenait que ça devenait plus fun pour elle. Là. Puis avec tous les moments que tu as passés avec elle, qu'est-ce qu'elle t'a appris? Mon Dieu, elle m'a appris à. Justement, ben, que oui, tu peux être fâché contre quelqu'un, mais que t'as des bonnes parties aussi que des fois, tu vois pas, tu sais. À toutes les fois qu'elle était fâchée contre une préposée pour une petite affaire, puis j'étais comme, oui, mais elle a fait tout ça, la préposée, pendant ce temps-là, tu sais. Elle a pas juste arrêté à la petite affaire, tu sais. Elle s'excusait ou elle a fait whatever. Puis elle était comme, ok, ouais, c'est vrai. Donc, de voir que t'as quelque chose qui va être gossant, dans le sens qui va te frustrer, mais qui a aussi vraiment beaucoup d'à côté qui est vraiment plus beau à voir, là. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que ça t'a permis à toi aussi, dans tes moments que peut-être t'es frustré sur une situation de quelqu'un, toi aussi voir l'éventail de ce que la personne a Parce que fait. je la comprends quand t'es sur le coup, là, pis qu'il y a quelque chose qui te fâche, là. Ouais. C'est dur de voir qu'il y a des affaires cool, là. En effet. T'es fâché contre quelqu'un? Oh, oublie ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup de moments que je suis fâchée contre mon collègue, mais pourtant, je devrais me souvenir à quel point il fait beaucoup de choses aussi pour moi. C'est bon, c'est enregistré, ça. Donc quand tu vas être fâché, il va juste te le faire écouter. J'ai une note. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Si elle pouvait t'entendre, là. Moi, je dirais que demain matin, là, elle a ton enregistrement pour pouvoir t'écouter. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Que moi aussi, je garde vraiment des beaux souvenirs, puis que tous les moments passés avec elle, c'était tout le temps le fun, même si des fois, si t'as des journées, tu sais. Exemple, moi aussi, ça peut arriver une journée que j'ai animée, là, puis que le matin, il s'est passé de quoi, ou genre, la veille au soir, puis je l'ai encore sur le cœur, puis juste de voir tout ce qui est heureux, puis toute cette belle partie-là. Donc, si j'avais l'occasion de pouvoir aller lui porter cet enregistrement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à Madame Huard? Que moi aussi, en fait, tous les souvenirs qu'elle a avec moi, je les ai aussi, puis ils sont super beaux, puis n'importe quand, je voudrais refaire ça, tu sais, dans le sens, aller danser, c'est sûr que c'était vraiment exceptionnel comme moment, puis c'est vraiment vécu un à un, puis elle en parlait, puis moi aussi. Moi aussi, genre, je pense que ma famille était étonnée de m'entendre des fois. Toi aussi, tu radotais. Oui, moi aussi, je radote. Je radote. Mais non, c'est ça, c'est des beaux moments qu'on a vécu ensemble, puis même si on avait passé des affaires, tu sais, moi aussi, des fois, ça m'arrive d'avoir des journées, tu sais, je veux pas, faut tout le temps être joyeux avec eux, mais des fois, ça te tente pas, parce que c'est pas à propos d'eux, c'est à propos de quelque chose de personnel qui s'est passé dans ta vie, puis juste de laisser ça à la maison, puis genre, d'être happy, puis genre, tout le temps continuer les activités, puis d'avoir du fun avec elle, c'était vraiment intéressant, là. Mais merci pour ce partage. Alors, on arrive au segment Améthyste, qui est, dans le fond, le moment où que tu désires envoyer un message. Donc, quel message voudrais-tu offrir aux animatrices ou aux préposés aux bénéficiaires qui travaillent auprès des aînés? Que la patience, c'est vraiment important. Parce que, oui, des fois, ils vont te tirer le maximum, là. Je peux dire que des fois, je pense que je suis une personne patiente, puis des fois, il y a des moments que je sortais de la résidence, puis j'étais comme... OK, on se calme, ça s'est bien passé, t'as fini l'activité, puis... Tu sais, j'avais un support, là, quand il arrivait de quoi, justement, je pouvais t'appeler ou je pouvais appeler Louis, là. Donc, il y avait un support qui était là pour moi, mais ils vont comme t'apporter tellement plus que ça. Donc, juste passer au travers les mauvaises journées, parce que ça va arriver, là. Mais dans n'importe quel job, ça va arriver, tu vas avoir des journées qui vont être moins bonnes que d'autres, puis des journées où tu vas t'épuiser. Puis quand tu vas passer au travers ça, puis tu vas être capable de juste voir
ce que eux vont t'apporter, c'est vraiment, ça te fait grandir comme personne, puis juste prendre le temps avec eux, puis d'apprendre à mieux les connaître, puis à savoir qu'est-ce que eux aiment, puis qu'est-ce qu'ils aiment pas, là, parce que c'est aussi, je veux dire, c'est des humains, là, ils ont des préférences, puis ils ont... faut pas oublier que c'est des personnes entières, là, dans le sens... oui, ils ont des problèmes qui sont venus avec l'âge, mais il reste quand même qu'ils ont des goûts, puis des affaires qu'ils aiment pas, là. Donc, oui. Fait que ça serait vraiment d'user de patience. Oui, puis d'être tout le temps heureuse. Tu sais, laisse les problèmes chez toi, là. T'as 1h30, 2h max à faire dans la résidence, ou, tu sais, même si t'as une journée, laisse-les chez toi, puis quand tu retournes chez toi, reprends tes problèmes. Moi, c'est ça que je faisais. C'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'heure dorée. Au nom de toute l'équipe du mot, je tiens à remercier Sarah Jade de sa participation. Ça fait plaisir. Je vous invite à consulter le www.mauv.ca ainsi que nos pages Facebook, Twitter et Instagram, ou nous contacter au 514-708-MAUVE 514-708-6288. Je vous souhaite à tous une journée sereine.